Et on va démarrer ensemble pour un premier débat en ligne de la CPEF que j'espère passionnant. Donc, je m'appelle Fabien Clerc pour ceux qui ne m'ont jamais vu et je suis ravi d'animer, pardon, cette première rencontre d'une série probablement de débats devront réunir ce matin. On sera une petite centaine d'organismes de formation, de réseaux associatifs, d'adhérents des UROF et autres, en tout cas des acteurs engagés auprès des publics les plus éloignés de l'emploi. Donc c'est un cycle qui démarre aujourd'hui pour nourrir le futur plaidoyer commun dans un contexte d'évolution des politiques de formation. Alors pour démarrer, je vais passer la parole à Pascale Gérard, qui est la présidente de la CPOF, qui est évidemment une grande spécialiste de la formation professionnelle, de l'apprentissage, présidente de Léo Lagrange Formation, administratrice de la Fédération Léo Lagrange. Et chère Pascale, tu as œuvré à la FPA pendant une petite dizaine d'années, tu as été vice-présidente de région, bref, tu es au cœur de ce que nous aborderons ce matin. Et Karine, qui sera notre grande invitée de la matinée, que nous remercions d'être avec nous. Alors Karine, professionnellement, elle est inspectrice générale des affaires sociales, donc elle est à l'IGAS, mais elle intervient ce matin en tant qu'ex-commissaire aux compétences au ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion en charge du PIC, une mission qu'elle a assumée d'octobre 2020 à janvier 2023. Et évidemment, elle s'exprimera à titre personnel à la lumière de cette contribution qui a été la sienne, et évidemment, indépendamment de ses fonctions actuelles à l'IGAS, dans lequel elle est évidemment très engagée. Et puis à la ville, tu es présidente de la commission de labellisation des GEC. Donc, tu es toujours très engagée sur nos sujets d'insertion professionnelle. Donc, je disais, pour lancer peut-être la parole à Pascal, pour rappeler rapidement le rôle, les motivations qui ont présidé à la création de la CPOF, cher Pascal. Bonjour à toutes et à tous, merci Fabien. Je vais commencer par remercier évidemment Karine d'avoir bien voulu être avec nous pour cette inauguration de ce cycle. Je remercie aussi Fabien d'être à nos côtés fidèlement sur alors un truc nouveau à sigle, la CPOF ou la CPOF. Ben oui, CPOF, ben oui, je sais, mais j'entends CPOF aussi. Conférence permanente des organismes de formation. Alors évidemment, pourquoi? Très rapidement. Au départ, deux réseaux qui travaillons imparfaits de plus en plus ensemble, que sont la Fédération nationale des UROF, l'ensemble donc des UROF régionaux, et notre syndicat professionnel, syndicat national des organismes de formation de l'économie sociale. Une réflexion commune de plus en plus importante. Puis on s'est dit, la situation est difficile, on ne va pas se mentir, on le constate tous, ça devient de plus en plus périlleux. Mais on s'est dit bien sûr que, ben voilà, on ne pouvait pas se contenter de ça, quoi. Et on ne pouvait pas se contenter de ça, et qu'il nous fallait construire, moi j'ai l'habitude de dire une doctrine parce que je viens de la politique et voilà, c'est mon terme, on va dire un plaidoyer parce que maintenant c'est beaucoup mieux, mais hem, construire quelque chose d'alternatif à ce qui se passe là, c'est-à-dire rien, ça va pas être très compliqué, dans la mesure où on a constaté, que par rapport aux échéances présidentielles, aucun parti politique ne travaille aujourd'hui, alors à gauche comme à droite, hein, ne travaille à élaborer un programme en matière de formation professionnelle. C'est en général très short, hein, dans les programmes présidentiels, mais quelquefois il y a un peu plus. Quelquefois on trouve, oh, on fera un effort sur la forme pro et ça se limite à ça. Et puis on a fait un autre constat aussi, dans tous les débats, à l'Assemblée nationale par exemple, on s'aperçoit que personne ne comprend ce qu'est la formation professionnelle. On n'a pratiquement pas de députés, par exemple, et ou de sénateurs qui sachent comment ça fonctionne, en tout cas aux différents niveaux, c'est-à-dire au niveau régional, au niveau de l'État et au niveau des entreprises. Au mieux, on connaît un peu la formation des salariés et basta cosy. Donc voilà, notre idée, conférence permanente, porte bien son nom, hein, on se verra régulièrement,
c'est de faire en sorte d'être de plus en plus nombreux et de sortir de l'entre-soi des organismes de formation, avec à la fois des réseaux plus, voilà, d'autres réseaux. D'ailleurs, la PAP nous a rejoints, d'autres réseaux nous rejoignent. On pense beaucoup aussi aux entreprises d'insertion, mais au-delà, évidemment, on pense pouvoir réfléchir avec les OPCO et réfléchir également avec des sociologues, des chercheurs, etc. Et donc, nous aurons deux méthodes, et puis je m'en arrête là. Nous aurons, enfin trois, on va dire, à la fois ce type de conférence avec un intervenant qui pourra être, voilà, très différent à chaque fois. Nous nous déplaçons aussi sur les territoires et nous aurons, allez, on va dire une CPOF, territoriale quasiment dans chaque région. C'est déjà parti ça, et puis nous ferons aussi des entretiens en bilatéral avec des gens que nous solliciterons. Donc voilà, bienvenue à cette première. Après l'intervention de Karine, n'hésitez surtout pas à intervenir. On n'est pas là pour, j'allais dire la messe, alors moi j'aurais du mal, hein. On n'est pas là pour quelque chose de descendant, mais bien au contraire pour quelque chose de participatif. C'est bien la caractéristique de la maison CPOF et des organisations que vous réunissez. Alors Karine, chère Karine, on te voit, on va te mettre en grand écran. Donc je rappelle, tu as été en charge du PIC d'octobre 2020 jusqu'en janvier 2023 en tant que haute commissaire aux compétences au ministère du Travail. Peut-être qu'on peut, parce que le PIC a fait l'objet, on va en parler, d'un rapport de la Cour des comptes, plutôt critique sur ses résultats. On peut peut-être rappeler en amont les objectifs, l'ambition initiale du PIC, qui était un choix politique quand même, qui était loin d'être anodin. Alors, Oui, Karine, oui, on t'entend, ça y est. bonjour Fabien, bonjour à tous, ravi d'être à vos côtés ce matin. Peut-être trois mots effectivement pour redire ce qu'était le plan d'investissement dans les compétences. C'est un projet phare du premier quinquennat qui fait suite, qui fait quand même au 500 000 dans un contexte où Mince, Karine, on vous t'entend pas bien. m'entendez pas, il y a une difficulté de son. Oui, on a un petit problème de son. Écoute, regarde en Alors, connexion. est-ce que Sinon, je sais... là, on t'entend. Vas-y, on t'entend. Si ça n'allait pas, je te rappellerai. Ok, très bien. Donc, il y a trois objectifs au plan d'investissement dans les compétences. D'abord, un objectif de former davantage de publics éloignés de l'emploi, vulnérables, dans un contexte où ça participe des enjeux de compétitivité, répondre aux besoins de l'économie, et notamment à des besoins liés aux transitions, la transition écologique, la transition démographique, la transition numérique, et puis améliorer aussi le système de formation. Globalement, il s'agit de faire plus, il s'agissait de faire plus, mais il s'agissait de faire mieux aussi et de faire différemment. Le PIC succédait au plan 500 000, qui avait consacré un effort supplémentaire très conséquent, mais dans une logique one-shot, c'est-à-dire dans une logique ponctuelle, qui avait surtout visé à amplifier l'effort de formation, ce qui était déjà très important. Là, on avait 5 ans, et l'objectif, c'était pas simplement de faire plus, mais d'accompagner aussi une transformation des parcours et de la façon de financer et de déployer des parcours de formation. Alors justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a eu un rapport de la Cour des comptes qui faisait un vrai parallèle avec le plan 500 000. Alors, tu viens de dire que ça n'était qu'une partie de l'objectif. Et puis, on a eu très récemment, je ne sais pas si vous avez vu, un amendement qui a été adopté le 6 décembre lors de l'examen du budget 2026 au Sénat, un amendement porté par Frédérique Puissat, qui est à la Commission des affaires sociales du Sénat, qui aboutissait en fait à la suppression du PIC. Et tout ça intervient alors qu'il y a quelques jours, un petit peu avant cet amendement, avec Jean-Marie Marx, qui a été au commissaire aussi, tu as dénoncé une série d'amalgames ou voulu repréciser, enfin repréciser, non, refixer le cadre qui était celui que tu viens de décrire dans l'interprétation des évaluations du PIC. Quels sont selon toi les contresens, peut-être les erreurs d'analyse les plus problématiques quand on parle du PIC?
Oui, en fait, et effectivement, comme tu viens de le souligner, c'est très important parce que les, les évaluations qu'on produit ont On peut des peut-être couper tu sais, Ouais, conséquences ouais. Karine, en ton termes son, de Ouais. pardon, Karine, le décision son est haché. Voilà, politique. on va couper ta Des caméra. parlementaires peuvent. Vas-y, vas-y, c'est bien. On t'entend là. Ok. Eff- Effectivement, cette question des évaluations, c'est une question très importante. Nous, on avait décidé, on avait choisi dès le départ, qui est un arsenal d'évaluation très exigeant autour du plan d'investissement dans les compétences. C'est assez rare en termes de politique publique et ça me paraît important de le signaler, de le rappeler. Cela dit, ces évaluations, elles ont parfois conduit à certains contresens qui ensuite ont des décisions, peuvent avoir des impacts sur les décisions politiques qui se font Ouais. assez logiquement sur ces évaluations. Peut-être pour reprendre effectivement l'évaluation qui a été conduite par la Cour des comptes, il me semble qu'il y a deux contresens majeurs, ou en tout cas décalage de compréhension des objectifs du plan d'investissement dans les compétences qui peuvent avoir des conséquences, encore une fois, dans la lecture que des gens non spécialistes peuvent faire ensuite de ce programme exceptionnel. La première, c'est que la Cour des comptes a critiqué le fait que le plan d'investissement dans les compétences n'a pas permis d'apporter des réponses décloisonnées de transformation à la fois de la formation initiale et de la formation continue. La Cour des comptes a reproché au plan d'investissement dans les compétences d'être uniquement centré sur les enjeux de formation des demandeurs d'emploi et de ne pas aborder la transformation plus globale et de couper en fait, d'essayer d'apporter des réponses à la coupure assez nette qui existe entre les politiques de formation initiale et les politiques de formation continue. Et il faut dire qu'avec Jean-Marie Marx, ce constat-là, on l'a fait assez régulièrement lorsqu'on était au commissaire, l'un après l'autre. Et on le partage assez. Cela dit, ça a conduit la Cour des comptes à dire que l'ambition de transformation du plan d'investissement dans les compétences a été dès le démarrage complètement abandonnée, ce qui a ensuite donné lieu à un certain nombre d'articles de presse un peu à l'emporte-pièce qui ont dénoncé un investissement inutile, enfin voilà, Une gabegie. certains ont parlé d'ambition sans lendemain. Certains ont parlé d'ambition sans lendemain. Le terme détourné, d'ailleurs, qui a été utilisé par la Cour des comptes en disant que l'ambition était détournée au profit des demandeurs d'emploi, nous paraissait, avec Jean-Marie, particulièrement mal choisi, parce qu'il renvoie à d'autres univers qui ne nous paraissent pas très adaptés. Et si on partageait ce constat de la nécessité de mieux articuler formation initiale, formation continue, ça n'a jamais été l'objectif du plan d'investissement dans les compétences, y compris dans le rapport Pisani-Ferry qui a servi de prélude au plan d'investissement dans les compétences. Et donc, faire une évaluation d'un programme, ça suppose de l'évaluer au regard des objectifs qu'il s'était fixés. Et donc, attention aux amalgames. Si on peut être d'accord sur le fond, ça a conduit à avoir une tonalité de rapport extrêmement négative parce que l'évaluation s'est faite sur des objectifs qui n'étaient pas ceux du programme. Le deuxième point et le deuxième élément qui me semble particulièrement problématique, c'est finalement cette question que le PIC n'aurait pas atteint ses objectifs de formation des publics les plus éloignés de l'emploi, des publics non qualifiés, qu'il n'aurait pas atteint l'objectif de augmenter la part des publics non qualifiés à la formation. Et là-dessus, il nous semble que les évaluations, celles de la Cour des comptes comme celles de la DARES d'ailleurs, ont peut-être omis des éléments de contexte qui sont particulièrement importants. Première chose, c'est que notre objectif n'était pas d'augmenter la part en pourcentage des publics éloignés de l'emploi ou des publics non qualifiés. Rappelons qu'avant le PIC, les publics éloignés de l'emploi représentaient 66%, c'est-à-dire les 2/3 des publics en formation, d'ores et déjà. Donc l'objectif du plan d'investissement dans les compétences, c'était d'amplifier l'effort, avec une priorité effectivement vers les publics éloignés de l'emploi, mais c'était de faire en sorte que l'augmentation globale de l'offre de formation ne se traduise pas par des phénomènes d'éviction et de sélection des publics les plus éloignés, mais que tout le monde profite de cet effort. Au moment où le PIC se lançait,
avait décidé de se désengager de la formation des publics les plus éloignés de l'emploi, de la formation de ce qu'on appelle la préqualification, donc l'amont à la qualification. Ouais. Et donc, notre objectif, et donc, on était sur une tendance qui aurait conduit à une baisse du nombre de personnes non qualifiées qui accèdent à la formation, parce que dans l'ensemble de régions, on assistait à un désengagement assez massif. Et Donc, notre optique, à travers la contractualisation du PIC et les objectifs que ouais. nous avions fixés, de faire en sorte qu'au moins 43% des financements soient destinés au programme de préqualification, ont conduit à ce qu'une partie de ces régions réinvestissent ce terrain, ne l'abandonnent pas. Et donc, on a réussi, entre guillemets, à maintenir un effort élevé d'accès à la formation des publics les plus éloignés de l'emploi, tant on dit que c'est quand même plus facile de former des gens qui sont davantage prêts à l'emploi. Bien sûr. Dans l'ensemble, enfin, à l'échelle de l'ensemble du programme, ce qui s'est traduit par une augmentation quantitative assez exceptionnelle de ces publics peu qualifiés. Et Alors, ce qui est ça, intéressant, pardon, dans ce que tu dis, ce qui est très intéressant, Karine, c'est qu'on n'a pas recentralisé pour autant, mais ça permettait au PIC de donner, d'en faire un espèce d'outil de régulation pour que l'objectif national reste cohérent, sans remettre en cause la logique de décentralisation de ces politiques, puisque ça reste de la compétence des régions. absolument, en fait, c'est vraiment ça l'intérêt de cet outil de la contractualisation. C'était de pouvoir définir des objectifs partagés, enfin, en tout cas, que l'État définisse un certain nombre d'objectifs, qu'elle le partage avec les régions. Et encore une fois, ça a conduit à maintenir un niveau d'engagement équivalent finalement dans quasiment tous les territoires à destination des publics les plus vulnérables. Et donc, avec un équilibre aussi, nous, on s'est posé cette question-là au démarrage du plan d'investissement dans les compétences. Est-ce qu'on a, donc c'était vrai au début du plan et c'était resté vrai avec il y a une légère progression des publics les plus vulnérables au cours de l'ensemble de la séquence du plan d'investissement dans les compétences. Est-ce qui aboutit à peu près, enfin voilà, les 2/3 des publics bénéficiaires de l'ensemble des actions de formation, des demandeurs d'emploi, sont des publics vulnérables, donc des bénéficiaires du RSA, des publics non qualifiés, des publics bénéficiaires du RSA, des publics en situation de handicap, enfin voilà, donc des publics ce qu'on appelle vulnérables. Est-ce que pour autant il fallait aller au-delà de cet objectif des 2/3? Est-ce que des publics davantage qualifiés, enfin, pour le dire clairement, quelqu'un qui a un bac, est-ce qu'il ne pouvait pas prétendre aussi à être formé? Et donc, pour nous, cet équilibre était un équilibre qui était satisfaisant. Il fallait éviter, encore une fois, que l'amplification de l'effort de formation se fasse à la fois aux dépens de la qualité, mais aussi par des phénomènes d'éviction, parce qu'encore une fois, assez souvent, quand on a des programmes très ambitieux d'un point de vue quantitatif, on lâche quelques objectifs, et notamment former des publics très éloignés de l'emploi, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que ils ont des difficultés financières, que leur maintien en formation est plus complexe, que ça suppose des modalités pédagogiques qui sont différentes, ça suppose de maintenir l'attention, ça suppose de financer aussi des prestations d'accompagnement, enfin d'accompagner les publics quand ils sont confrontés à des difficultés. Et donc, c'est un ensemble de programmes qui supposent un investissement plus fort et un investissement qualitatif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on a construit un peu l'équilibre général du plan d'investissement dans les compétences, en plus des objectifs qui consistaient à maintenir ce que j'expliquais, cet équilibre entre public vulnérable et public qui se destine vers des formations certifiantes sans avoir besoin d'un accompagnement à un nom extrêmement fort, mais aussi de financer, il y avait 7% des financements totaux qui étaient destinés dans le cadre des pactes, qui étaient destinés
à la transformation des organismes de formation, c'est-à-dire au financement de nouvelles ingénieries. Et cette dimension-là, elle était pour nous extrêmement importante. On a été très longtemps, et c'était vrai de l'ensemble des financeurs de formation, que ce soit les régions, France Travail, enfin Pôle emploi, on disait à l'époque, France Travail aujourd'hui, quand ils produisaient leur cahier des charges, leurs appels d'offres, ils étaient souvent dans une injonction de transformation de la qualité de la formation, de l'encadrement, de l'accompagnement, de l'innovation pédagogique, dans des logiques de ce que j'appelle de l'injonction, dans la mesure où c'était rarement financé. Il nous semblait que si on voulait obtenir une transformation importante de la qualité des formations, il fallait aussi ne pas négliger que ça suppose un investissement pédagogique. Or, en matière de formation des demandeurs d'emploi, les organismes de formation, pour l'essentiel, font des marges qui sont extrêmement faibles. Beaucoup Et donc, ont peu de d'associatifs, moyens. ouais. Beaucoup d'associatifs, les marchés publics sont positionnés sur des coûts extrêmement faibles. D'ailleurs, quand on compare avec les coûts d'autres financeurs, il y a des différences tout à fait importantes qui ne permettent pas de financer de l'investissement pédagogique. Et donc, nous, on a voulu faire le choix sur ce segment de l'offre de formation, qui est un segment particulier, effectivement, avec des marges extrêmement faibles, de pouvoir leur permettre d'investir dans la transformation, dans la qualité de la formation et dans l'ingénierie et l'innovation pédagogique. Et ça aussi, c'était une dimension extrêmement importante du plan d'investissement. Et qui sort un peu du prisme de l'analyse qui est faite rétrospectivement. Un élément que lorsque nous avons préparé cette rencontre que tu évoquais, qui est intéressant aussi, c'est la façon dont on peut faire évoluer le contenu des formations eux-mêmes pour répondre aux besoins des entreprises. Je pense les modules additionnels, par exemple, qui ont été une innovation, je crois, plutôt importante pour permettre cette adaptation. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, bien sûr. En fait, quand on a démarré le plan d'investissement dans les compétences, on était très tourné vers cet enjeu de pas simplement faire plus, mais de faire mieux et de faire différemment. L'un des enjeux, c'était de faire en sorte que les contenus de formation puissent être davantage calés aux besoins des entreprises dans des périodes où on sait bien, hein, les compétences évoluent plus vite. Et en tout cas, elles évoluent plus vite à la faveur des transformations digitales, de la transition liées à la transformation, enfin, des enjeux écologiques, Oui. transformation technologique évidemment. On sait bien que les besoins des compétences évoluent plus vite que les référentiels de certification, qui globalement sont changés tous les 10 ans, parfois même et encore. Hein. Alors parfois pour certains plus rapidement, mais pour l'essentiel, on est quand même sur des transformations qui prennent du temps. Et en même temps, on était très convaincus de la nécessité qu'on puisse certifier les gens. C'est-à-dire qu'il fallait que les programmes financés par le plan d'investissement dans les compétences puissent déboucher sur l'acquisition d'un titre, d'un diplôme, d'une certification qui renforce la valeur de la personne sur le marché du travail, y compris en dehors s'il est amené à quitter d'entreprise ou d'environnement professionnel. Donc, on voulait à la fois que les gens disposent d'un titre à l'issue, enfin, que ces programmes dirigent et permettent d'obtenir un titre, un diplôme, une certification. Et on savait bien que ces titres, ces diplômes, ces certifications, ils évoluent moins vite que le besoin de compétences. Donc, la question, c'était comment est-ce qu'on mettait de la fluidité dans le système. Et notre idée, notre intuition de départ était la suivante, c'était de dire on va pousser les financeurs de formation, donc les régions, France Travail, à intégrer à leur commande de formation ce qu'on a appelé des modules additionnels. Donc, les personnes pouvaient préparer, je ne sais pas moi, un CAP couvreur, je dis n'importe quoi, et en même temps, la région pouvait, en complément du financement du CAP couvreur, financer 1 ou 2 modules additionnels qui portaient sur des besoins de compétences spécifiques, je ne sais pas moi, conduite de drone pour aller voir qu'est-ce qui se passe sur le toit, ou enfin, qui correspondent à des compétences nouvelles ou des besoins de compétences nouveaux qui ne sont pas encore intégrés dans les référentiels de certification. Et on a eu... Oui, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le seront pas, parce qu'il est intéressant, c'est un élément de réactivité, de proactivité et donc d'efficience de ces formations dans une perspective de retour à l'emploi ou de… Exactement. En fait, les personnes étaient certifiées, elles avaient leur titre, donc protégées, enfin voilà, avec la garantie
de l'acquisition d'un titre national, parce qu'évidemment, la collation des titres, elle devait rester nationale, c'était une évidence, et elle est restée nationale. Mais en plus, ils acquéraient un module qui correspondait à un besoin précis qui était aujourd'hui pas intégré. Et notre idée, c'était de dire, en complément de ça, qui mettait de la fluidité dans le système, l'idée, c'était de faire ensuite tout un travail de collecte, de capitalisation de l'ensemble de ces modules, qui aujourd'hui est réalisé par le réseau des Cariforef. Ça a été une de nos intuitions aussi, de faire de l'importance de capitaliser tout ce matériau pour permettre ensuite d'alimenter la réflexion des certificateurs nationaux pour mettre de la fluidité en bout de chaîne aussi, c'est-à-dire permettre de leur transmettre des signaux faibles pour qu'ils puissent eux-mêmes accélérer, peut-être transformer plus vite ou à partir de retours de terrain les référentiels de certification. Donc, il y avait un modèle vertueux à tous les étages. Les entreprises avaient des professionnels mieux formés avec des besoins plus immédiats. Les gens étaient garantis d'avoir une certification reconnue sur le marché du travail, y compris au-delà de la relation professionnelle. Et les certificateurs nationaux, notre système, entre guillemets, s'enrichissait de l'ensemble de ce matériau nouveau et de cette fluidité dans le système. Et ça, c'est pour moi un des changements majeurs dans l'approche, globalement, y compris de l'achat de formation, qui permettait aussi de sortir de cette espèce de débat un peu vain, qui était d'opposer en fait les besoins de court terme et les besoins de long terme dans la façon dont on construit ce fameux adéquationnisme Oui, qu'on qui fait recherche peur, dans l'achat de formation, qui fait peur, mais qui est en même temps important pour les bien entreprises. sûr. Et de faire un adéquationnisme qui pense aussi le temps long et la transformation et la garantie comment dire, de la qualité des certifications sur le long terme. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est une contribution quasi systémique du PIC. Pardon, mais dans les analyses qu'on en fait et dans le rapport de la Cour des comptes, on passe totalement à côté de cette dimension-là. Absolument. Et ça fait partie un peu de ce qui est important de faire valoir parce que ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Et Oui, donc, le risque, c'est que cette intuition et impulsion de transformation qui a été portée et relayée par son nombre de régions, on pourrait prendre plein d'exemples. On a le secteur du lin, par exemple, du lin industriel, qui est un ouais, secteur de pointe, qui est un secteur de France 2030, dans lequel on a un certain nombre de régions, Normandie et Hauts-de-France, qui sont ouais. positionnées, ou dans lequel y compris dans une compétition européenne ou peut-être Mhm. mondiale, pour lequel on n'avait pas de formation et de référentiel de certification qui existait. Et donc, la région Normandie a construit des référentiels en s'appuyant sur les référentiels et sur les titres de la métallurgie, Ouais. hybrides, en intégrant des modules additionnels liés à cette culture du lin. Et donc, on invente aussi, on hybride les certifications, les contenus avec de nouvelles approches. Et encore une fois, ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Il est très important que ces approches puissent perdurer et fructifier et donc être à un moment donné reprises, relayées par des travaux d'évaluation, par des travaux d'acteurs. Parce que l'enjeu, peut-être, c'est moins de réhabiliter ou de conserver le pic que de conserver ses apports. Là, pour le coup, c'est une contribution, comme tu le dis, qui n'est pas visible. Ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de décrire, je pense à l'exemple du lin, c'est que à la fois, on est en tête de pont pour faire émerger les futures formations et certifications, et en même temps, on est ultra réactif pour que les gens qui se forment aujourd'hui intègrent cette compétence. Tu avais d'autres exemples en Occitanie, je crois aussi, me semble-t-il, non, dans le Alors, numérique. dans le numérique, on en a plein, enfin, il y en a plein. Oui. Mais effectivement, on avait un exemple en tout démarrage dans le numérique en Occitanie, où les majors du numérique ont interpellé la région en disant on a des spécialistes dans le numérique, on a des spécialistes de la tech qui Mm. savent très bien intervenir sur le volet. Bon, moi, je ne connais pas les termes techniques, donc pardon pour les spécialistes, mais dans le volet de la tech autour du digital. En Mm. revanche, on a des professionnels qui savent pas toujours très bien interagir avec leurs donneurs d'ordre ou même à l'intérieur de leur structure avec les autres, départements de leur entreprise. Et donc, la question des compétences relationnelles faisait défaut dans leur analyse, dans les référentiels de certification. Et donc, ils ont demandé à la région d'intégrer des compétences relationnelles dans le cadre de modules additionnels pour compléter la formation Ouais. de ces professionnels. Alors, ce que je trouve intéressant aussi dans l'analyse que tu fais à travers ces exemples, ça révèle aussi d'autres rôles que le rôle
convenu, qui est celui des organismes de formation, finalement, ils sont aussi un élément de capillarité ou d'échange, parce qu'ils ont développé une expertise dans leur fonctionnement. Tu disais, quand on a préparé ensemble, tu me parlais d'un rôle de vigie dans la transformation des métiers. On vient d'illustrer à travers ces exemples. Oui, alors nous, on avait au point de départ une autre intuition forte, toujours à propos de ces modules additionnels, c'était de dire en fait, comment on captait les signaux de transformation de ces compétences émergentes qui ne sont pas toujours complètement formalisées, y compris dans les offres d'emploi, que les employeurs, enfin voilà, qu'on peine parfois à identifier. Et qui sont éclatés en fait dans plein de réalités professionnelles d'entreprise. Et l'une de nos intuitions, c'était de dire appuyons-nous sur les organismes de formation qui sont un peu ces viviers quand même de l'évolution des besoins de compétences dans leur rôle de formation, qui captent des besoins dans leurs demandes, enfin quand on leur formule des demandes de formation, notamment pour les entreprises, et avec une autre intuition qui était de dire pour des demandeurs d'emploi, on aurait aussi pu imaginer que les stagiaires eux-mêmes. Les stagiaires eux-mêmes, oui, on t'a perdu, Karine. Dans les périodes de mise en situation professionnelle, dans les entreprises, au moment de la mise en situation professionnelle. Alors, je crains de te perdre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ça y est, c'est revenu. On aurait pu revenu. imaginer que les stagiaires eux-mêmes. C'est revenu, pardon. Vas-y. Donc, je disais, les stagiaires eux-mêmes les stagiaires eux-mêmes auraient pu jouer ce rôle en allant dans la période, en entreprise pendant leur période de mise en situation professionnelle, confronter leurs prescrits, c'est-à-dire les compétences prescrites, ce qu'il y a dans le référentiel, et ce que leur demande l'entreprise. Et les organismes de formation auraient pu en faire presque un exercice didactique de prise de recul sur l'acquisition de compétences, ce qu'on appelle la réflexivité, et ce qui est un exercice didactique tout à fait important et essentiel. Et les organismes de formation pourraient utiliser cet exercice didactique pour identifier aussi ce qui n'est pas dans les référentiels et qui correspond à des demandes régulières, récurrentes d'un certain nombre d'employeurs. Et donc, les stagiaires auraient pu être, enfin voilà, peut-être les terreaux de construction et de l'identification de ce décalage et donc de ces besoins d'entreprise. Et donc, on avait cette conviction que les organismes de formation ont aussi ce rôle de vigie. Les organismes de formation sont toujours très en retrait alors qu'ils ont une connaissance extrêmement importante et qu'ils pourraient alimenter la réflexion de leurs financeurs. Ils sont toujours tous très en retrait, ils hésitent à le faire, ils ont toujours l'impression que ça sera mal vécu par le financeur. Alors évidemment, ça suppose de changer la posture. C'est un organisme de formation, on va dire à son financeur, quel qu'il soit, que sa commande est nulle, il n'y a quand même pas beaucoup de chances qu'il soit vraiment entendu. En revanche, se positionner adopter une posture très modeste, entre guillemets, mais basée sur une expertise et sur des remontées concrètes, il y a toutes les chances que les financeurs soient très intéressés. Et ça, il me semble que c'est un rôle non pas nouveau parce qu'il existe en partie, mais qui mériterait d'être développé au sein des organismes de formation à chaque échelle de la relation contractuelle de chacun avec son financeur, mais sans doute aussi dans une échelle plus large et peut-être dans un rôle de plaidoyer qui est évoqué en démarrage, en tout cas que Pascal Gérard évoquait. Oui, enfin, ça, je ne sais pas ce qu'en pense Pascal, mais c'est une projection de la mission qui s'inscrit bien, je crois, dans les gènes de la CPOF, cette idée de contribuer au système et de remonter, Pascal. Oui, et en t'écoutant, Karine, je me dis que réellement, il faut une relation différente entre les commanditaires et les organismes de formation. Dans la situation actuelle de marché de plus en plus piteux, de plus en plus qui ne prennent pas en compte d'ailleurs du tout, il n'y a pas un vice-président qui réunit les organismes de formation. Enfin, tout ça est bien loin. Et donc, effectivement, je réfléchissais à un organisme de formation qui irait voir en disant, vous savez, là, il en faudrait un petit peu plus et là, un petit peu moins. Bah, il est juste plus présent à l'appel d'offres suivant. Donc, il en va globalement, et évidemment que c'est intéressant et que le retour des stagiaires aussi est passionnant, mais il en va de la nécessité d'une relation différente et de service public réel, régional de la formation. Sans quoi le commanditaire a passé sa commande. Et en plus, il passe des commandes qu'il n'achète pas en réalité, puisque dans les marchés à bon de commande, il n'y a même plus de minima. Donc,
tu vois, tout ça, cette espèce de dialectique dont tu parles et qui, de mon point de vue, est essentielle, et dans la nécessité de faire contribution que souhaitent les organismes de formation, hein, évidemment, hein, nécessite encore une fois une confiance, laquelle confiance n'existe pas n'a pas sa place dans un marché public tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce que les branches professionnelles, les entreprises, sont pas dans ce cas-là un acteur à faire rentrer dans le jeu? Parce que je pense qu'elles seraient, je sais pas ce que tu en penses, Karine, ou elles sont les premières demandeuses à manifester. Nous, on a des besoins émergents et on a l'OF en face qui est en train de penser à l'ingénierie qui va permettre de l'intégrer ou sous forme de module additionnel comme tu l'écrivais, ou pour plus tard aussi pousser sur l'évolution du référentiel. Est-ce que les organismes de formation n'auraient pas intérêt aussi à intégrer dans la boucle? Et là, ça résonne aussi à destination des élus, des acheteurs publics, non? Sans aucun doute, évidemment, les branches sont en première ligne sur ces sujets de certification et ce dialogue est très important. Et sans doute que la question de relation de confiance ou de penser une autre relation entre le financeur et l'organisme de formation est un sujet important, comme le souligne Pascal. Néanmoins, c'est votre réalité. Et donc, là, Mmh. il me semble, hein, et donc la Mmh. question qui vous est posée, c'est de prendre peut-être les premiers actes, évoluer. Et donc, encore une fois, dans une attitude qui est à la fois très modeste et très ambitieuse, qui est de dire, Mmh. nous, on est en première ligne sur, on est des vigies, on est en première ligne sur des évolutions que vous, financeurs, alors il ne faut pas leur dire comme ça, évidemment, mais vous mettez plus de temps à appréhender et à Eh oui. percevoir. Et donc, nous sommes ces vigies, et donc de démarrer par des remontées très concrète, en fait, de ce que perçoivent les organismes de formation en termes de transformation du monde dans lequel on évolue, de besoins de compétences nouveaux et de besoins émergents. C'est forcément une période difficile et une méthode qui est plus compliquée parce elle tâtonne, elle est par petits pas, mais elle me paraît extrêmement vertueuse néanmoins. Oui, en même temps, Je ce qui est suis très... persuadée, juste Fabien, je suis Vas-y, persuadée que Pascal. comme tu le soulignes et comme l'a repris Karine, qu'on doit vraiment, vraiment avoir des liens beaucoup plus forts avec les branches professionnelles. C'est-à-dire la CPOF, mais sur les territoires, il y a pas de mystère, hein, il y a des branches cruellement en manque de collaborateurs qui n'arrivent pas à recruter. Et pour autant, on trouve quasiment plus dans la commande publique, y compris ce qui les alimentait jusque-là. Et donc je crois qu'il faut vraiment, vraiment qu'on change un petit peu notre façon de faire et que régulièrement, et au niveau national et au niveau régional, nous voyons les branches professionnelles de nos secteurs d'activité. Et comme le disait Karine, la politique des petits pas ou de Ah l'exemplarité oui, oui, oui. sur des problèmes très concrets, très Oui, 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 simples, bien sûr. auxquels vous allez répondre, et c'est comme ça qu'on embarque. Oui, Parce oui, que je suis là, pour le d'accord. coup, on leur vend pas un modèle. On dit, il y a sur le territoire un problème concret, et voilà ce que peut être notre contribution pour y répondre. Là, c'est très puissant. Et ça positionne ce regard et cette façon dont tu décris votre action avec Jean-Marie, avec le PIC, chère Karine, cette espèce d'acteur tiers un peu équidistant qui était intéressant. Et on est bien Oui, au-delà de l'enveloppe financière bien sûr. et de sa perception, non, Karine? Oui, en fait, alors, enfin, bien au-delà, hein, c'était le moteur. Enfin, ça, et C'est il le faut pas moyen, mais négliger quand c'est même le pas, rôle. c'était le C'est, moyen. il faut jamais négliger le rôle d'un moteur. Sans moteur, on Oui. n'avance pas. Cela dit, avec seulement un moteur et sans direction, on n'avance pas non plus. Donc, pour finir de filer la comparaison. Mais c'est vrai que notre intuition, c'était, enfin, et en tout cas, plus que notre intuition, la conviction qu'on a acquise progressivement, c'est que en complément d'approches peut-être hard, c'est-à-dire de transformation, plus qu'une approche de transformation hard, enfin, au sens de Mhm. par la loi, par un décret, par des dimensions très normatives, où le PIC a été un agent de la transformation par une approche plus soft. Mhm. Finalement, c'est presque du droit mou, entre guillemets, Mhm. comme le dit le Conseil d'État. Et nous, on était assez convaincus que c'était par cette approche soft que les choses allaient se transformer. Ce que j'ai décrit autour des modules additionnels, évidemment que le moteur, qui était le fait de mettre plus d'argent, qui a permis de tester en faisant
plus de commandes et donc d'avoir des commandes un peu classiques, habituelles, pour ne pas déstabiliser son fonctionnement habituel, mais d'avoir des commandes un peu différentes pour tester si ça fonctionnait, a été importante. Mais ce soft-là, c'était aussi d'identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et de la façon dont on peut le transformer. Je reprends mon exemple sur un autre volet de ce qu'a permis, notre avis, ce qu'a permis et ce que n'a pas permis le PIC, parce qu'en termes d'évaluation, il y avait beaucoup de choses à dire sur l'effort qui a été démarré mais qui n'a pas été complètement abouti. Et je pense à cette question de la formation des publics les plus vulnérables et notamment non qualifiés ou plus globalement des publics vulnérables. Former les publics, c'est compliqué. On a maintenu leur accès à la formation sur la globalité en termes de volume, en termes quantitatifs. Cela dit, on regarde dans le détail. L'une de nos optiques, c'était de faire en sorte qu'il y ait des vrais parcours ascendants et que les personnes les plus éloignées puissent accéder à des parcours préqualifiants, donc le lire, écrire, compter, de l'accompagnement, de la reprise de confiance, enfin tous les volets de tous les contenus de ce qu'on appelle la préqualification, et qu'elles puissent ensuite poursuivre en parcours qualifiant. Et on continue à assister à des taux de chute entre ces deux types de programmes de formation qui sont conséquents, qui se sont un peu améliorés, mais qui restent conséquents et qui posent quand même un certain nombre de questions. C'est plus compliqué, comme je le disais, de former des publics plus difficiles, plus vulnérables. Et donc, l'une des questions qu'on s'est posées, c'était comment est-ce qu'on transforme ces volets-là, on agit. Et donc, et pour transformer ça, ce n'est pas de l'injonction, ce n'est pas du normatif qui peut régler la question. C'est même pas de fixer des objectifs de poursuite, on peut toujours fixer des objectifs, mais ce qui va faire qu'on poursuit ou qu'on ne poursuit pas, c'est les temporalités des programmes de formation. On reste quand même globalement sur des temporalités septembre. Il peut y avoir des temps d'attente entre le moment où on a fini sa formation préqualifiante avant d'entrer en formation qualifiante qui ne va démarrer qu'en septembre. Il fait longtemps, on s'est perdu en cours de route, où on a dû accepter autre chose et donc on ne poursuit pas. Moi, je me souviens que grâce au PIC, la région Bretagne a fait des choses absolument incroyables qui étaient de financer les temps, ces interstices entre la préqualif et la qualif avec de l'immersion en entreprise, enfin, de combler ces trous-là pour maintenir l'attention et que les personnes continuent à être rémunérées pour qu'elles puissent aller au bout d'une démarche et donc entrer en formation qualifiante. Ça suppose que les organismes du qualifiant pensent autrement aussi, en partie la pédagogie, qu'il y ait plus d'hybridation aussi, de travail en commun entre les organismes du qualifiant et du préqualifiant pour qu'il y ait moins de rupture pédagogique. Je me rappelle très bien que dans les dernières visites que j'ai fait en tant que commissaire, on était en région Rhône-Alpes, on a été dans un organisme qui faisait plaquistes et plombiers. Les plombiers, ils étaient juste 2 jours avant le passage de l'assertif, et le formateur dit mon meilleur plombier, c'était un réfugié, il dit c'est très loin en termes de gestes professionnels, il est très loin devant tous les autres. Il dit je suis à peu près sûr qu'il n'aura pas l'assertif. Bien sûr. Et donc on est coaché, on lui demande pourquoi, il dit mais parce qu'en fait le volet académique de l'accès à l'assertif, il est extrêmement important, et donc il n'a pas les bases, même s'il parle français, il n'a pas les bases académiques. Il faut pas simplement faire le geste, il faut le décrire, l'écrire dans un français. Et donc il n'aura pas les bases académiques pour accéder à l'assertif, et ça restera le meilleur. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas embauché par une entreprise, mais sa capacité d'évolution, à un moment, et de rémunération par ailleurs, va être bloquée. Et donc ça renvoie aussi au contenu de nos certifications. Et en même temps, le formateur poursuit en disant est-ce que demain, alors que les transformations technologiques vont continuer à s'accélérer, que les machines vont sans doute encore se transformer, est-ce que ce professionnel, il ne va pas avoir besoin demain de savoir lire les manuels des nouvelles machines? Et donc, il a aussi besoin d'un bagage académique suffisant pour pouvoir continuer à évoluer dans son activité professionnelle. Ça veut dire qu'il faut assumer d'abord de re-questionner l'assertif, le contenu de l'assertif, mais aussi de financer de l'amour à la qualification ou d'autres bouts de compétences complémentaires. Bien sûr. Cette personne-là puisse être certifiée. Et ça ne se règle pas en fixant des objectifs quantitatifs ou être dans une approche totalement normative. Ça suppose du soft. Je prends un dernier exemple, mais juste post-Covid, on a renégocié les pactes pour qu'ils se tournent davantage vers les métiers du soin et du lien.
puisqu'on a, bon, le Covid a montré à quel point c'était important. Nous sommes en Bretagne et la région présente un programme extrêmement qu'ils avaient développé donc, grâce à ces financements PIC de parcours qu'on appelait nous des parcours sans couture destinés à des publics réfugiés pour former donc, des professionnels dans les EHPAD. Évidemment, EHPAD, on est plutôt sur des publics féminins. Et donc, ces publics réfugiés, elles font des savoirs de base, du français langue étrangère à visée professionnelle. Elles acquièrent les premiers gestes du CERTIP, c'était ADVF, donc assistant de vie aux familles. Et elles ont les premiers blocs et elles sont embauchées par le CCAS de la ville de Rennes et elles travaillent dans l'EHPAD. Et donc, on est sur du sans couture qui va jusqu'à l'embauche, elles sont embauchées en PEC, en parcours emploi compétences. Donc, formidable, on salue vraiment ce parcours. Il y a les formateurs qui sont là, il y a une bonne partie de ces femmes qui ont suivi cette formation. Et je pose la question en disant, et donc, elles vont finir la formation quand elles seront, une fois qu'elles seront embauchées à l'EHPAD. Et là, tout le monde se regarde un peu les chaussures, mais on dit, en fait, on ne va pas financer la fin de la formation parce que la région dit ils sont devenus salariés, donc ils sortent de la compétence de la région. Ouais. Et le CCAS dit nous, on a des moyens extrêmement contraints, donc on n'a pas les moyens de financer la formation. Donc en fait, si elles veulent, elles pourront le faire elles-mêmes, se le financer elles-mêmes. Bon, autant dire qu'elles ne le feront pas. Et donc, nous, on dit à ce moment-là, pas de problème, le PIC va financer. On va considérer qu'on démarre le parcours, on va contractualiser un parcours, en considérant que comme ils démarrent en tant que demandeurs d'emploi, on va financer jusqu'à la fin, y compris quand elles seront salariées. Donc, on va contractualiser aux organismes de formation de s'organiser et au CCS pour libérer une journée et pour organiser sur une journée ce temps de formation pour qu'elles aient qu'elles puissent finir avoir la totalité du bloc. C'était gagnant-gagnant pour les EHPAD parce qu'ils avaient du coup des professionnels complètement formés. C'est gagnant évidemment pour les personnes, on n'a pas besoin de l'expliciter. Et c'est gagnant pour l'investisseur public que nous étions, et la région, et l'État, et même les entreprises, enfin la branche, parce qu'on va au bout d'une logique et on ne s'interrompt pas. Ça suppose... Et donc, pardon, vas-y Fabien. Ah non, mais c'est une excellente illustration du renvoi. Et ça suppose par contre, et donc quand on revient, on nous dit ça n'est pas possible parce que c'est pas prévu par les textes. Et donc on a fait les accommodements. Et donc la question c'est du coup derrière, comment est-ce que et ça, c'est du soft, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'alimente des innovations qui se font sur le terrain pour faire bouger la façon dont on pense les parcours de formation. Parce que c'est ça, finalement, la nouvelle alternance. L'apprentissage qui est un peu basé sur ces idées-là. La nouvelle alternance, cette question, y compris de la formation en situation de travail, de l'immersion, de repenser la façon dont les parcours de formation se construisent. Ça veut dire aussi demain qu'il faut changer, Pascal évoquait un peu, la façon dont on construit ces marchés publics. Puisqu'en fait, on n'est plus dans un format d'unité de temps et d'unité de lieu où la formation se fait dans une salle de classe. Et donc, c'est tout ça. Et donc, nous, on a essayé de penser, c'est ça le soft, d'entendre ces transformations et ces innovations et de les traduire, de les soutenir, de les accompagner. Et cette fonction-là du soft, elle est au moins aussi importante que la fonction normative et la fonction de financement. Mais pas visible, peu visible, et c'est bien une facilité absolue. Complètement d'accord avec Karine sur l'idée que c'est un modèle qu'on doit promouvoir. On s'en fiche que ça fasse péter les barrières. Rien n'interdit aux régions de financer de la formation de salariés par ailleurs. Et vraiment, cette idée-là de, quel que soit l'endroit où j'en suis, y compris s'il manque des savoirs de base, jusqu'à la qualification. Alors moi, j'aime pas sans couture, je dis avec couture parce que je trouve que c'est plus solide que sans couture, mais bon, voilà, c'est une question, voilà. Je voyais que des mains se sont levées et voilà, je veux on a des signaler, réactions. voilà, je voulais signaler que Léo Lagrange Formation, avec sa directrice Janine Chapeau, est actuellement en réunion de direction et que nous avons l'ensemble de l'équipe qui est avec nous et qui a levé la main il y a longtemps. On les salue amicalement et on va passer la parole, effectivement. Alors, je vous laisse réactiver le micro. On commence par qui? Alors, Janine Chapeau qui a levé la main. Pour Léo Lagrange Formation, est-ce qu'on entend Janine? Janine, tu n'as pas le micro. Ouais, j'ai ouvert mon micro. Super, bienvenue à toi.
bonjour à tous, mais Laurence Martin a Oui. ouvert son micro avant moi. Ah Ah. mince, moi je ne l'ai pas vu. Ah oui, oui, d'accord. Moi je ne vois pas tous les participants. Où est On fait- Laurence? Oui, je n'avais pas vu que ma caméra n'était pas mise. Je pense qu'on va dire un peu la même chose, Janine. Donc bonjour à tous et à toutes. Je voulais remercier Karine parce qu'en fait, le PIC, ça a été à la fois une très grande aventure et une très grande frustration, en fait. Parce qu'on avait une commande, pas seulement de faire des expérimentations, mais de nourrir la réflexion collective, donc des financeurs et des prescripteurs, notamment publics, sur leurs évolutions à eux. Et oui, c'est-à-dire que nous, on a fait des expérimentations, on a fait des parcours sans ou avec couture, effectivement, mais des parcours cohérents. On a saisi notre chance de nourrir la réflexion collective. Et en fait, lorsqu'on voit que les limites du PIC, c'était beaucoup l'incapacité du système à absorber ces évolutions. C'est-à-dire que lorsque nous, on est retourné vers les acteurs, les financeurs, les prescripteurs, et qu'on leur a fait des propositions, ils nous disaient « Oh là 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 là, mais nous, on raisonne quant au horaire, hein. Donc vous rentrez dans les cases. » Et en fait, la difficulté qu'on a, moi, dans les enseignements, je vais aller très très vite. Les enseignements du PIC, c'est quoi? C'est qu'il faut faire confiance aux professionnels. Et les professionnels, ben, c'est nous. Et il faut absolument que les financeurs et les prescripteurs nous identifient comme un élément de solution. C'est quand même fou, c'est que s'ils veulent de l'emploi, s'ils veulent une citoyenneté éclairée, ben, en fait, il faut que ça passe par nous. Et c'est, en fait, on est un élément de solution. Et c'est dingue qu'il y ait ce blocage-là. Et dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure aussi, c'est que vis-à-vis des branches, on a aussi cette difficulté-là. Les branches professionnelles, toutes ne s'en emparent pas, elles attendent d'être en difficulté souvent pour innover, pour s'en saisir. Et je vois, par exemple, sur le CLEA, créé par les paritaires, et en fait, ben, ce ne sont pas les entreprises ni les branches qui s'en saisissent le plus. Donc, on a aussi ce questionnement de se dire, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas davantage de branches qui s'impliquent dans tout cela? Et c'est vrai qu'on nous parle beaucoup d'argent, on manque d'argent, etc. Bah, il faudrait peut-être investir sur les compétences dont on est sûr d'avoir besoin tout au long de la vie. Voilà, les compétences de base, outiller les personnes et les structures dans l'apprendre à apprendre et dans l'évolution, dans la capacité à absorber le changement de façon positive, parce que le geste professionnel, sa durée de vie, elle est quoi? 3, 5 ans? Eh bien, et là, je ne comprends même pas que, en tout pragmatisme, on ne se concentre pas là-dessus. Donc vraiment, de nous faire confiance, ça coûtera moins cher. Et la logique de parcours, ils ne sont pas prêts à l'entendre. On avait des marchés avant d'enveloppes. Avec cette enveloppe-là, vous faites X parcours. Eh bien, sur certains, on mettait 100 heures, sur d'autres 400, et on nous faisait confiance. Et ça coûtait beaucoup moins cher. Voilà, bah, il faut se dire aussi les choses. Et voilà, et on a vraiment cette très très grande difficulté à se faire entendre, mais avec un peu d'humilité de notre côté, c'est-à-dire de se remettre nous en tant qu'élément de solution. Et voilà, alors c'est une évidence, mais en attendant, je pense qu'il voilà de le rappeler et d'être un peu pragmatique. Merci Laurence, on passe la parole à Janine. Janine. Oui, je te laisse activer ton micro et après il y a Philippe aussi. Vas-y, parce que le temps passe vite. Merci. Ouais, je vais juste être rapide. Moi, ce que je voulais ramener là, c'est d'abord dire que décidément, je suis nostalgique quand j'écoute Karine. Vraiment, j'ai toujours une nostalgie, mais là particulièrement parce que je pense qu'on était vraiment au cœur de ce que doit être la formation professionnelle dans ce que tu décris. Formation en tout cas continue. J'ai plutôt envie aujourd'hui, au regard de ce qu'on traverse les uns et les autres aujourd'hui, je trouve qu'on est en train de déconstruire, mais vraiment de manière profonde. Et je pense que il nous faut réaffirmer haut et fort. Alors, Laurent, tu parles de solutions, mais moi, je l'ai écrit dans le chat, je pense qu'il faut qu'on réaffirme dans les instances, quelles que soient les instances, et on a un problème pour y siéger des fois, que nous sommes un élément de l'analyse des besoins. L'analyse des besoins n'est pas une exclusivité soit des commanditaires, soit des acheteurs, soit des entreprises. Nous devons participer de ça. Nous y participons tous les jours, sauf qu'aujourd'hui, un organisme de formation n'est vécu qu'à travers l'acte final de formation et non pas tout l'amont qui amène à cet acte final et cet acte final qui doit être en adéquation avec l'évolution de la société globalement. Et après, moi, j'avais une question à Karine, juste sur, est-ce que tu ne crois pas, Karine, Pascal, hein, qu'aujourd'hui, il faut encore réaffirmer que la qualification et la certification professionnelle est un rempart
au chômage, clairement. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un peu peur qu'on aille vers, c'était le type du débat, vers une société de compétences, mais des bouts de compétences, des bouts de choses qui, en fait, dans la société telle qu'elle est construite aujourd'hui, dans les évolutions professionnelles, il n'empêche que la certification professionnelle, reconnue par les branches, reconnue dans les secteurs d'activité, demeure un rempart indispensable et contre le chômage. Et ça, peut-être pour nous, c'est de l'ADN de base, mais je pense qu'aujourd'hui, il me semble qu'il faut le rappeler fortement. Karine, on a envie de t'entendre là-dessus, sachant que tu montres que c'est pas antinomique avec les modules additionnels. En fait, je partage évidemment ce que dit Janine, y compris si on a essayé de le remettre en avant. Mais effectivement, pour pouvoir être entendu, il faut montrer à quel point ce n'est pas antinomique avec la capacité d'apporter des réponses immédiates aux besoins que se posent les entreprises. Et en fait, c'est ça qui me paraît être effectivement l'invention des modules additionnels, qui est de montrer qu'un discours adéquationniste est un discours qui est compatible, entre guillemets, avec la logique de la certification et de la qualification. Il faut réconcilier des deux dans le discours. Et je le disais, ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Malheureusement, ce volet-là, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi, a été un peu passé à la trappe dans les différentes évaluations qui ont été réalisées sur le plan d'investissement dans les compétences. Vous êtes du coup un acteur avec, dans votre cadre de plaidoyer, vous pouvez jouer ce rôle-là à votre échelle. Il me semble qu'en tout cas, et effectivement, peut-être dans un travail de conviction avec les parlementaires, notamment des parlementaires qui proposent de supprimer des lignes de financement et qui le font sans doute de bonne foi, alimentés par des travaux qui sont les seuls disponibles. Et donc, il faut réouvrir un autre champ et de ce point de vue de vision de la capacité à répondre à la fois sur le court terme et le long terme aux besoins. Et là-dessus, Janine a tout à fait raison. Merci Karine. Jean-Philippe attend depuis longtemps et après on a Philippe. Oui, merci. Alors je vais essayer de faire vite. En introduction, je vous dis que je suis responsable d'un organisme de formation qui évolue sur le médico-social. Nous sommes sur le réseau, on va dire, des employeurs des métiers en tension, c'est-à-dire les assistantes maternelles, personnel de crèche, ASH pour les EHPAD et aides à domicile. À la demande de ces employeurs et en partenariat avec eux, nous mettons en place depuis 2017 un dispositif que de mon côté, j'utilise depuis bientôt 30 ans, qui a fonctionné parfaitement depuis 2017, c'est-à-dire 100% d'insertion, pratiquement 100% de réussite aux examens et un pourcentage de rupture de parcours proche de zéro. Nous avons donc un savoir-faire qui a été démontré. Nous avons tenté de répondre aux appels d'offres. Et c'est la croix et la bannière chaque année pour arriver à financer 2 groupes par an avec les résultats que nous avons. Hein. Et évidemment, c'est notre argument principal. Et il se trouve que obtenir ces résultats-là, ça se paye. C'est-à-dire que nous avons un investissement très considérable sur l'accompagnement, sur les vérifications de ce qui se passe sur le terrain, etc. On n'a pas forcément de modules complémentaires. Hein. On reste toujours sur les titres ou les diplômes comme ils sont définis dans les référentiels. Donc, rien d'extraordinaire. Mais c'est la façon de recevoir les personnes quand elles veulent entrer dans nos formations, de les accompagner, de faire du sur-mesure qui nous amène à ce pourcentage de réussite de tous les côtés. Malheureusement, sur les appels d'offres, c'est le moins 10 ans qui est retenu, qu'on le veuille ou non. Hein. Et on se retrouve systématiquement avec une proposition qui, comme je viens de vous le décrire, devrait normalement obtenir les faveurs d'un financeur, et malheureusement, ça n'est pas le cas. Voilà. Jean-Philippe, merci. On est sur tout ce qu'on pointe du doigt et qui a été pointé du doit par Karine. Merci. Christelle et Philippe. Alors, Philippe qui attendait peut-être avant. Ouais, oui, Philippe. Attends, je passe pas mon tour. Non. Vas-y, mon cher Philippe. Bon. Et puis après, Christelle. Bonjour à tous. Et puis, merci, Karine, de consacrer du temps à la CPOF. Alors,
Moi, je vais essayer d'être rapide. Pour moi, le pic a été une parenthèse enchantée, on va dire ça comme ça. Mais une parenthèse enchantée dans un contexte de libéralisation totale de la formation professionnelle, ce qui pose la question de comment on va pouvoir faire tout ce que nous préconise Karine et qu'on fait depuis très longtemps et qu'on continue à faire, c'est-à-dire essayer d'être porteur d'idées, des porteurs de solutions, comme disait Laurence, auprès de nos financeurs, auprès de nos institutions, quand elles veulent bien nous recevoir et quand elles veulent bien nous écouter. J'ai pas dit entendre, hein, écouter, déjà c'est déjà pas mal. Voilà, donc moi, si vous voulez, dans ma réflexion, là, je pense que tant qu'on sera dans un système business, formation égale business, je ne pense pas qu'on puisse modifier beaucoup de choses. On va peut-être avoir des petites parenthèses, on va peut-être imaginer des dispositifs qui vont nous permettre d'avancer, hein, je ne dis pas le contraire, mais je pense qu'on a besoin d'une transformation systémique. Et pour pouvoir avoir cette transformation systémique, il faut aussi avoir une volonté politique, bien sûr, derrière. Et on va pouvoir compter sur la CPOF pour porter, en tout cas, des propositions de transformation systémique, parce que je ne pense pas que on puisse continuer comme ça, à être une variable d'ajustement à chaque fois de budgets nationaux ou régionaux, ou ben, la formation finalement, où est-ce qu'on peut faire des économies, bim, allez, formation professionnelle, on enlève, et puis peut-être qu'on remettra demain, on inventera un plan 600 000 ou 700 000, parce qu'on est un peu plus, ou peut-être 400 000, parce qu'il y a un problème démographique en France. Voilà, donc vous voyez, si vous voulez, moi, j'entends tout ce qui s'est dit là pendant cette réunion là, mais je pense que vraiment, il faut qu'on aille vers des propositions de transformation systémique, sinon on va rester dans un stop and go continuel, quoi. Voilà, je ne veux pas être plus long. Il y avait 2, 3 points que je voulais développer. Oui, la question de ce que disait Janine, je partage à 100%. La question de la qualification, de la certification, Oui, c'est vraiment bien le sûr, rempart absolu, en tout cas en France, bien sûr, le rempart ouais, absolu contre la pauvreté et la précarité. Et bien sûr. j'entends bien l'histoire de l'adéquationnisme qui est aussi nécessaire, hein, pour répondre aux besoins économiques immédiats, il n'y a pas de souci, on partage. Mais attention, il faut bien aussi rappeler que la question de la lutte contre l'illettrisme, par exemple, la lutte contre l'analphabétisme, le français langue étrangère, toutes ces dimensions sont hyper importantes, hein. La question de celui qui ne peut oui, pas avoir le diplôme parce qu'il a des questions linguistiques, ben, il y a des formations de lutte contre l'illettrisme à faire, hein. Voilà, Enfin, il y c'est en peut-être pas en avait, il y en transformant. avait. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on va pas. ouais, C'est pas parce qu'on va transformer. Il faudra pas transformer la certification. La question, c'est de lui apprendre à lire et à écrire le français, quoi. Bien sûr. ouais. Mais c'était le propos, et je pense que les exemples de Karine montrent à quel Juste un mot, point. je voulais dire, juste Vas-y, un mot à Jean-Philippe. Effectivement, c'est le moins-disant qui l'emporte. Pascal. À Ouais. nous d'arriver à démontrer que le moins-disant coûte plus cher que le mieux-disant. Parce que le moins-disant, avec un taux d'échec, avec un faible taux d'insertion, coûte beaucoup plus cher à la Bien puissance sûr, publique qu'un bien sûr. investissement de départ. Il n'y a pas de discussion. Je pense que Karine sera d'accord avec cette analyse. Oui, Mais absolument. nous, alors bon, après, moi je suis Mais dans le Grand Est, on a peut-être un microclimat, je ne sais pas, Non, 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 mais ce t'inquiète, sont, non. oui, c'est Oui. pareil. C'est Parce fait que là, entière. nous, ce sont. Non, 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 non. Et puis après, Ouais. si vous voulez, moi, je ne formule pas de critiques méchantes, sévères, Non, hein, non, mais non, je non, non, vois mais que ce c'est pas sont ça. des êtres humains qui gèrent les dossiers des appels d'offres. Et ma foi, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Ouais, Ils ont des habitudes, et ce sont toujours les 2 ou 3 principaux géants Oui, oui, oui. qui récoltent. Mais quand on voit les pourcentages de réussite, je veux Oui, dire c'est ce qu'on disait. d'insertion des personnes, Mais à c'est nous de extrêmement bas. démontrer. Et Jean-Philippe, c'est très clair. oui, oui, On a non, non, juste une non, non, contrainte mais de j'avais pas eu temps. le temps de dire un simple truc sur la Pardon. fin tout à l'heure. C'est Nous, qu'on les arrive RH, au bout. voilà, les RH des employeurs que nous connaissons, employeurs partenaires, nous expliquent qu'ils n'ont aucune visibilité, même à court terme maintenant, hein, d'une année sur l'autre, et que ça les empêche de développer une GPEC qui se tienne, alors qu'ils ont besoin en permanence de candidats, de salariés. Donc, tant qu'on fera du stop and go, comme disait tout à Oui, l'heure tu as raison, l'intervenant, Jean-Philippe. voilà, on ne s'en sortira pas. Mais je répète ça dans chaque instance possible.
depuis très longtemps, et rien ne bouge. Je ne sais pas comment faire. Peut-être avez-vous des idées. On va trouver Alors, des solutions. la CPOF agira, c'est sûr, et elle entend. Qu'est-ce qu'on fait, Pascal? Parce que je sais que Karine a une contrainte d'agenda derrière. Alors, il restait une question de Christelle. Oui, Christelle, alors moi, chère oui, consoeur. voilà, je suis journaliste pour Centre Ouais. Info. J'ai des questions, moi, qui sont beaucoup moins philosophiques, en quelque sorte. Je voulais savoir quel était le devenir de cet amendement. Est-ce qu'il y a une chance Alors ça, Madame d'aller Irma, contre mes amis, la navette parlementaire actuelle, Et une autre question concernant c'est ce que vous avez, compliqué. Oui. oui, ce que vous avez évoqué, Karine, sur l'évaluation par les CARIFOREF de ces modalités, enfin de ces modules additionnels. Est-ce qu'il y a des choses des travaux qui sont finalisés? Est-ce qu'on peut voir cette capitalisation des expériences en dehors des évaluations qui ne sont pas complètes? Merci. Est-ce que Karine, tu as une visibilité sur... Je peux vous recommander de vous tourner vers la DGEFP qui est aujourd'hui le pilote, et en particulier son département stratégie, qui, notamment dans le dialogue avec le réseau des CARIFOREF, et aussi d'interroger le réseau des CARIFOREF, mais je n'ai pas d'informations récentes sur le travail de consolidation qui a été produit suite depuis mon départ, quoi. Merci infiniment, chère Karine. Pascal, je pense que le temps a tourné. Malheureusement, on va devoir conclure. Et avec surtout un immense merci à Karine pour sa contribution Évidemment. qui vous conforte, je crois, dans beaucoup d'engagements au sein de la CPOF, cher Pascal. Oui, oui, complètement, Karine. De te réentendre là, moi, ça ne me rend pas nostalgique, ça me file la niaque. Et la CPOF, ça doit être la niaque, en fait. Il n'y a pas de mystère. On peut pas uniquement se lamenter. Il faut à la fois faire avec et malgré ce qu'on a aujourd'hui, tout en étant, moi j'aime beaucoup, et c'est la première fois que je t'entends là-dessus, l'idée de réconciliation entre l'adéquationnisme et la formation des citoyens et de la qualification. Ça couperait l'herbe sous le pied d'un certain nombre de personnes. En gros, nous, on est des associations de gauchistes et voilà, et qui ne sommes pas capables de répondre aux entreprises. Je pense que l'idée est à développer. Je pense aussi qu'il nous faut de plus en plus travailler, c'est pour toi, Jean-Philippe, sur les coûts évités avec l'obtention d'une qualification versus la personne au RSA jusqu'à la fin de sa vie, par exemple. Et ça, c'est un travail que nous allons mener. Moi, je n'ai pas de conclusion, on est au début. Je vous invite juste à faire venir. Et d'ailleurs, j'ai retenu, Karine, il faut absolument qu'on invite systématiquement, et sur le territoire, et au niveau national, les réseaux des CARIFOREF dans nos colloques et voilà, réunions comme ça. Voilà. Tu avais Laurence. Je vous souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup, Merci Karine. Infiniment, Karine. Merci à tous. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à l'appel pour ce Combien premier étions-nous? échange. Alors, on est jusqu'à 45, 50. 45 même. Il faut voir la liste des doublés parce que tu as des gens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Ouais, donc, mais Janine, ils aura sont la 12 suite. dans le bureau. Donc, Mais oui, déjà, Janine, tu mets 12. Oui, tu as raison. Ça fait C'est plus 12 pour Janine. On arrête la réunion qui est l'enregistrement et si vous voulez, on peut s'appeler autrement. Oui, mais en tout cas, merci à Karine d'avoir contribué. Alors, il y a une volonté aussi comme dans la tribune qu'elle a publiée avec Jean-Marie Marx, de mettre et de rendre visibles des éléments qui ont été négligés. Ouais. Et vous ne faites que conforter. Et elle vous alimente aussi pour les travaux futurs qui seront les vôtres. En tout cas, merci à tous, chers amis. Merci beaucoup. Je pense qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup. À bientôt. Et puis, Merci au beaucoup. plaisir de vous retrouver pour de Merci. nouvelles aventures et bon Au 10 courage. février. Merci beaucoup. La tribune, elle est parue dans Le Monde. La Oui, tribune de dans Karine les et Jean-Marie Marx. Les Échos, il y a eu Et un AEF. confrère AEF. Voilà. AEF, oui. C'est pas tout à fait la même. Voilà. Vous avez deux versions, mais c'est un propos qu'ils portent tous les deux et on a vu à quel point il était important pour alimenter vos travaux. Merci, chers amis. Je vous laisse Merci beaucoup. finaliser. Au plaisir de vous retrouver pour de prochaines aventures. À bientôt, bientôt. tout le monde. À Au bientôt. revoir et joyeuses Au fêtes revoir. à tous. À Au Joyeuses revoir. fêtes à Oui, tous. effectivement. Merci.